188 PRG SGG portant fixation de la date de la prochaine élection présidentielle. Le président de la République, vu la Constitution en son article 43, alinéa 1 et 2, vu la loi L 2017-039 AN du 24 février 2017 portant code électoral révisé de la République de Guinée, vu la lettre de la CENI référence 138 CENI BN du 11 août 2020 portant information sur la date du scrutin présidentiel, décrète. Article 1er. Le scrutin pour l'élection du président de la République aura lieu le dimanche 18 octobre 2020 sur toute l'étendue du territoire national. Article 2. Le président de la Commission électorale nationale indépendante CENI, la présidente de la Haute Autorité de la Communication AC, le ministre chargé de la Justice, le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le ministre du Budget, le haut commandant de la gendarmerie, directeur de la justice militaire, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret. Article 3. Le présent décret, qui prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 11 août 2020, signé professeur Alpha Condé. C'était en décembre 2017. Plusieurs ministres du continent se retrouvaient à Nouakchott, en Mauritanie. Ils ont pour l'occasion institué la journée africaine de l'état civil. L'idée était de doter les États des statistiques démographiques fiables en vue de l'élaboration des projets de développement. Mais 3 ans après, quels sont les résultats auxquels les pays sont parvenus? Quels sont les défis qui restent encore à relever? On fait le point tout de suite avec Mamadou Saliouba. En Guinée, 38% d'enfants n'ont pas bénéficié d'actes de naissance en 2018, selon la dernière enquête démographique et de santé. Une situation qui pourrait s'aggraver cette année suite à l'impact de la pandémie de Covid-19 sur l'enregistrement des faits d'état civil. À l'occasion de la célébration de la 3e journée africaine de l'état civil, les populations sont interpellées sur la nécessité d'enregistrer les faits d'état civil. Enregistrer toutes les naissances en temps réel, par exemple, c'est permettre au système de santé de connaître le nombre d'enfants à vacciner, au système éducatif de connaître le nombre de classes et d'enseignants nécessaires pour les prochaines années. Enregistrer les naissances et les décès, c'est permettre à la Guinée de connaître en temps réel sa population. La fiabilité des statistiques nées de l'état civil constitue la base de toute planification économique et sociale. En Guinée, des réformes sont en cours pour la modernisation de l'état civil. Un centre de confection d'état civil est réalisé et équipé en registre sécurisé. Des réformes qui devraient permettre à la Guinée de maîtriser les statistiques de l'état civil pour mieux élaborer les projets de développement. Je peux vous assurer que le gouvernement, à travers mon département, mettra tout en œuvre pour poursuivre les efforts engagés sous la clairvoyance de Monsieur le Président de la République afin de faire de l'enregistrement des naissances une réalité tangible pour tous les enfants. Cette 3e journée africaine de l'état civil, célébrée dans un contexte de crise sanitaire, a été l'occasion d'inviter les acteurs d'assurer la continuité de l'enregistrement des faits d'état civil en cette période. Un message départ avant de poursuivre cette édition d'information à l'occasion du 60e anniversaire de l'accession de son pays à la souveraineté nationale. Le chef de l'État, professeur Alpha Condé, a adressé à son Excellence Idriss Déby Itno, président de la République du Tchad, au gouvernement et au peuple tchadien, ses vives et chaleureuses félicitations, ainsi que celles de son gouvernement et du peuple de Guinée. Le chef de l'État a aussi saisi cette opportunité pour réaffirmer sa ferme détermination à contribuer au renforcement et à l'élargissement des traditionnels liens d'amitié
et de coopération unissant la Guinée et le Tchad. On en vient maintenant au deuxième comité de pilotage du projet d'assainissement de la ville de Conakry. Ce projet de 59 millions de dollars va durer 4 ans. Il devra permettre d'augmenter la capacité d'accueil de la décharge de la minière. Autre volet de cet investissement, la construction des infrastructures de gestion des déchets dans les 5 communes de la capitale. Fodé Camara. Principale vitrine de la capitale, les artères et les places publiques de la presqu'île de Kaloum font 2 à 3 fois leur toilette par jour. Contrairement aux années précédentes, grâce à ce programme quotidien d'assainissement, les images des rues jonchées d'ordures ne sont plus qu'un triste souvenir de Kaloum à Matoto, en passant par Dixine et Ratoma. Si on fait une comparaison entre ce qui était constaté du point de vue salubrité dans nos communes, notamment dans la commune de Ratoma il y a quelques mois, et ce qui est maintenant, on dit vraiment qu'il y a eu du travail et que ce travail est en train de produire des résultats, et des résultats vraiment visibles et palpables sur le terrain. Pour poursuivre cette dynamique de professionnalisation, le projet d'assainissement de la ville de Conakry est lancé avec un portefeuille de 59 millions de dollars, financé par la Banque islamique de développement et le gouvernement guinéen. Pour éviter toute catastrophe environnementale et sociale, il est prévu la réhabilitation de la décharge de la minière, mais aussi la maintenance et le curage des caniveaux pour l'évacuation des eaux de ruissellement. Et également cerner ces aspects de déchets liquides, puisque en majorité, à Conakry, disons-nous que toutes les constructions ont des fosses septiques. Et une fois que c'est rempli, c'est qu'il faut aller chercher pour aller se débarrasser. Mais pour éviter les rejets sauvages dans la nature, nous sommes tenus d'améliorer, de traiter ces points, notamment les stations de traitement de boues de vidange. Il faut qu'on arrive à aménager des endroits où ces eaux polluées peuvent être accueillies, reçues, traitées, avant que ça ne passe dans le milieu naturel. L'objectif du projet d'assainissement de Conakry est de revoir à la hausse le taux de collecte de façon durable. Un taux de collecte qui vient de passer de 30% en 2017 à 93% en 2020. Une performance due à l'acquisition de nouveaux équipements de collecte et de transfert des ordures à la décharge. Après la mobilisation de 85 camions de tout type, le déploiement de 2000 bacs dont l'enlèvement quotidien 24 heures sur 24 est assuré par un effectif de 472 travailleurs. Il a été du 4 mars au 31 juillet 2020 balayé 6100 km de voies et places publiques, collecté et drainé à la décharge de la minière 165 000 tonnes de déchets solides. En si peu de temps, le gouvernement du président de la République, le professeur Alpha Condé, a mis à la disposition de ce projet les équipements nécessaires pour que ce projet-là vive. Aujourd'hui, tout le monde voit l'implication de l'ANSP et l'unité de gestion du projet d'assainissement de la ville de Conakry en train de faire le maximum pour rendre notre capitale propre. Cette deuxième session du comité de pilotage du projet d'assainissement de la ville de Conakry va permettre d'évaluer les activités exécutées et approuver le plan de décaissement. Un projet dont le chronogramme est très apprécié par les partenaires de la Banque islamique de développement. Et parlons maintenant énergie avec les travaux de construction du barrage de Sopiti. Je le disais au sommaire, malgré le coronavirus, l'entreprise chinoise est restée sur le terrain pour être dans le délai contractuel. Les travaux évoluent donc à la satisfaction des deux parties, mais quelques réglages restent encore à faire. On voit ça plus en détail avec Nabi Kamara. Malgré la pandémie du coronavirus, les travaux de construction du barrage de Sopiti ont été poursuivis par l'entreprise chinoise CWE et la direction générale du projet. Les deux parties se sont donné les mains pour maintenir le cap afin de livrer à temps et dans les règles de l'art un ouvrage hydraulique digne de ce nom à notre pays. Sur le terrain, ces travaux vont bon train.
Il faut simplement rappeler que la construction du barrage a impacté 16 000 personnes de 101 villages dans les préfectures de Dubrika, Télimélé et Kindia. Elles ont été déplacées de leur village originel pour être installées sur 19 sites aménagés par le projet afin d'éviter d'éventuelles inondations. Nous sommes très contents d'être là. Nous bénissons le projet pour avoir fait beaucoup de choses pour nous. Même s'il en reste encore, mais la plupart des promesses ont été tenues. Les propriétaires des arbres recensés ont été dédommagés. Le reste des bâtiments et des cuisines est sur le point d'être réglé. Nous avons quitté chez nous, nous sommes venus chez nous. On est resté dans le même district. Tout va bien entre nous. Outre les maisons d'habitation, le projet SOAPTI a doté ces sites de réinstallation des personnes déplacées d'infrastructures sociales comme les mosquées, les postes de santé, les marchés et les forages. Ici, la difficulté principale, c'est le manque de domaine agricole. Le manque de nourriture est un problème réel ici. Nous n'avons pas de domaine pour cultiver. Pourtant, le projet nous avait fait cette promesse. Le ministre lui-même avait dit qu'il trouverait la solution à ça. A signalé que les personnes déplacées vivent en parfaite harmonie avec leurs hôtes des villages d'accueil. Et puis, la journée internationale de la jeunesse sera célébrée dans 2 jours. Cette journée est instituée par les Nations Unies dans l'objectif d'attirer l'attention de la communauté internationale sur les problèmes des jeunes et surtout pour mieux vendre leurs potentialités. En Guinée, les autorités expliquent la portée et les enjeux de cette journée dans ce sujet de Moussa Mikini Kamara et Makeme Donzo. L'engagement des jeunes pour une action sociale. C'est sur ce thème d'actualité que vont porter les réflexions cette année. Il met en exergue l'implication de la couche juvénile dans la construction d'un monde meilleur. Dans notre pays, c'est le ministère de la Jeunesse qui pilote le projet. Plusieurs actions de développement sont en cours. L'entrepreneuriat, le leadership et l'employabilité des jeunes sont les sujets prioritaires. La célébration de cette journée permet d'attirer l'attention de la communauté internationale et des gouvernements sur les problématiques liées à la jeunesse et valoriser le potentiel des jeunes en tant que partenaires de la société d'aujourd'hui et au-delà de 2030. Il s'agit pour les jeunes, femmes et hommes bien sûr, en tant qu'acteurs de développement, d'attirer l'attention des décideurs sur les défis et enjeux auxquels ils sont confrontés. Cette 21e édition se tient sur fond de crise sanitaire mondiale due au Covid-19. Les jeunes continuent à jouer un rôle de premier plan dans la riposte contre cette pandémie à travers les activités de sensibilisation. Cet engagement civique des jeunes déclenché suite à l'urgence sanitaire décrétée par son Excellence, Monsieur le Président de la République, le professeur Alpha Condé, a permis au ministère de la Jeunesse et de l'Emploi des jeunes de déployer des jeunes dans tous les pays avec l'appui du gouvernement et des partenaires techniques et financiers pour l'éradication définitive de cette pandémie. Des activités d'information publique seront organisées pour promouvoir une meilleure connaissance du programme d'action mondiale pour la jeunesse. Un programme qui vise la création d'un environnement favorable permettant aux jeunes de s'épanouir, de s'unir et d'agir pour la prospérité. La Guinée vient également de célébrer le 58e anniversaire de l'Organisation panafricaine des femmes. La célébration de cette fête coïncide cette année avec le coronavirus qui affecte les activités des femmes, surtout en zone rurale. Alors, comment les aider? Par quel mécanisme et pour quels résultats? Les autorités comprennent le problème dans toute sa portée. Diane Diansane. Les femmes africaines ont toujours œuvré au rayonnement d'une organisation féminine à l'échelle continentale.
pour faire valoir leur participation dans les instances de prise de décision. Nombreuses sont celles qui se sont investies, comme les femmes guinéennes qui ont joué un rôle important dans l'émancipation de la panafricaine des femmes. L'organisation panafricaine des femmes fait partie de notre patrimoine historique. Parce que quand les femmes du continent ont cru que l'indépendance des pays africains ne pouvait pas se faire sans leur apport, c'est en ce moment qu'elles ont décidé de se mettre ensemble pour créer cette organisation qui a joué un rôle crucial dans les négociations de libération du pays. Et la Guinée a eu le privilège de diriger cette organisation à travers feu Jean-Martin Cissé en tant que secrétaire général. Et après, Madame Jeanne Martin a été la présidente du comité de l'OUA pour la lutte contre l'apartheid. Aujourd'hui, la panafricaine des femmes connaît une dimension nouvelle grâce à l'implication des autorités pour l'autonomisation des femmes à travers des petits métiers. Mais cette année, les activités des femmes rurales sont impactées par le Covid-19. Cette femme, par exemple, évolue dans une unité de transformation agroalimentaire à Kindia. À cause de la pandémie, ces activités tournent au ralenti. Nous travaillons avec des femmes rurales. Leurs produits pourrissent et elles n'ont même pas de quoi payer. Heureusement qu'il n'y a pas encore école. Il y a d'autres, c'est à travers nous qu'elles payent leur loyer, toutes leurs activités, les femmes communautaires. Le gouvernement guinéen a mobilisé le financement de la BADEA pour soutenir l'entrepreneuriat féminin après Covid. Parce que nous avons dit que le secteur privé n'est pas très compétitif. Et vu que ce secteur privé ne soit pas compétitif, les femmes sont sous-représentées. Il faudrait amener les femmes à les organiser à ce qu'elles s'intéressent davantage, à favoriser leur implication dans l'entrepreneuriat en général. Tout porte à croire qu'après le Covid-19 et avec le soutien du gouvernement, les femmes rurales pourront reprendre leurs activités génératrices de revenus pour une véritable autonomisation des femmes. À présent, le contenu de ce communiqué de la Commission électorale nationale indépendante CENI. Dans le cadre de l'élection présidentielle du 18 octobre 2020 et en application de l'article 172 du Code électoral révisé, le président de la Commission électorale nationale indépendante CENI informe l'ensemble des partis politiques intéressés qu'elle a entamé le processus de mise en place de la commission financière pour la dite élection. Cette commission aura notamment pour mission la proposition du montant de cautionnement des partis politiques candidats à l'élection présidentielle et celle de plafonnement des budgets de campagne. Compte tenu de l'urgence, le président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, invite les partis politiques à bien vouloir lui transmettre le nom et les contacts de leurs représentants le jeudi 13 août 2020 avant 12 heures. Le président de la CENI porte également à l'attention de tous que la première session de la dite commission se tiendra le vendredi 14 août 2020 à 10 heures dans les locaux de l'institution au quartier Cameroun dans la commune de Dixine. Enfin, il voudrait compter sur la prompte réaction des partis politiques. Signé le président de la CENI, M. Kabinet Cissé. Lutte contre le coronavirus. La CEDEAO se joint aux efforts de ses pays membres. Elle vient d'offrir un important lot d'intrants à la Guinée. Ces équipements ont été réceptionnés à l'aéroport international de Conakry-Bessia par le ministre de la Santé, Mamadi Terna Kamisoko. L'aéroport international de Conakry témoigne de cet autre geste de solidarité africaine dans la riposte contre le Covid-19. Sur le tarmac, cet avion cargo nigérian débarque un important lot d'intrants indispensables au contrôle de la pandémie mondiale. Des équipements de protection individuelle et des réactifs, c'est l'accompagnement de l'Organisation ouest-africaine de la santé, OAS. Une assistance médicale qui touche au-delà de la Guinée, l'ensemble des pays de la CEDEAO. Tout le matériel pour les régions, nous achetons à le fonds de 8 millions de dollars. Mais le visite aujourd'hui,
Ça, c'est le visite pour renforcement la solidarité avec les pays de CEDEAO. Moi, je vous dis, les citoyens de Guinée, cette pandémie, nous n'avons pas maintenant une médecine ou un vaccin. Mais nous avons la stratégie pour cette pandémie. Ça, c'est la stratégie de la santé publique, l'instruction. Il fait nécessaire que tous les citoyens respectent les mesures. Thank you very much for coming together to accept the gift from ECOWAS. Nous vous remercions d'être venus pour accueillir, réceptionner le don de la CEDEAO. We in Nigeria are championing the distribution of this material from ECOWAS. Au Nigeria, nous sommes à la tête de la distribution de ces équipements, de ces médicaments au sein de la CEDEAO. Because we believe that anything that affects a portion of the ECOWAS region affects all parts of ECOWAS. Parce que dans notre pensée, nous avons l'idée que tout ce qui touche une portion de la CEDEAO touche notre intégrité. And we believe, and it's our prayer, that together we will overcome this pandemic. Je suis sûr qu'avec les efforts et les prières, nous allons par la suite en finir avec cette pandémie. Dans la région ouest-africaine, plus de 50 000 cas de Covid-19 sont recensés pour quelques 2000 décès. Un chiffre qui atteste que l'espace CEDEAO se comporte mieux face à la maladie. Dans le but de consolider les acquis, le respect des mesures sanitaires demeure le principal défi des autorités. Il y a un adage de chez nous qui dit quand on te lave le dos, il faut apprendre à laver le ventre. Aujourd'hui, l'État, Monsieur le Président de la République, tout le gouvernement, tous nos partenaires sont en train de s'investir afin de contrôler très rapidement cette pandémie. D'où la nécessité de continuer à sensibiliser nos communautés, nos sages, nos leaders religieux, pour que, ensemble, nous nous engageons tous à lutter contre cette pandémie. Pour appuyer le système de santé guinéen, OAS a construit ce grand magasin dans l'enceinte de la pharmacie centrale de Guinée. Un entrepôt qui sert de nos jours de site de stockage pour tous les intrants offerts au pays dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Et la lutte contre le coronavirus passe aussi par le soutien au système éducatif. C'est ce que la société Simfer vient de démontrer à travers des kits qu'elle offre aux élèves des préfectures de Forêt-Caria et Beila. La cérémonie de remise du don a eu lieu en présence du ministre de l'Éducation nationale qui salue le geste. Mohamed Troua Kamara. À travers ces kits sanitaires d'une valeur de 900 millions de francs guinéens, la société Simfer apporte son assistance au département en charge de l'éducation nationale pour permettre aux élèves de contrer la propagation du Covid-19. Ce don composé des seaux, des tabourets, de l'eau de javel, de savon et des thermoflash sont destinés aux élèves de Forêt-Caria et de Beila pour l'ouverture prochaine des classes. Écoutez, c'est un souci majeur pour la compagnie Rio Tinto, pour ce qui est de l'éducation. Vous savez que c'est un secteur clé pour tous les départements, inclus le secteur minier. Donc si on ne forme pas les jeunes qui vont dans le futur gérer nos mines et nos activités, je pense que ce sera l'échec et on ne veut pas ça. Donc voilà, dans tous les autres secteurs, on a participé de notre mieux. Encore une fois, le plus important d'ailleurs, le secteur éducatif, où on pense donner un petit pouce de main pour assister le ministère et le gouvernement dans leur lutte contre le Covid-19. En recevant ce don en présence des autorités du ministère des Mines et l'Agence nationale de la sécurité sanitaire, le ministre de l'Éducation nationale a salué les gestes avant d'insister sur l'intérêt de ces kits en milieu scolaire. Ce don permettra de compléter le dispositif qui a déjà été mis en place, à la fois par le gouvernement, le président de la République, mais aussi par d'autres partenaires. C'est donc un complément, parce que vous savez, même quand vous avez du miel, c'est toujours bon d'en avoir un peu plus de miel. C'est ce qui se passe avec ce don, et nous remercions sincèrement la société Rio Tinto pour ce geste.
Pour rassurer les autorités du ministère de l'Éducation de sa détermination à les accompagner, la société Simfer SA s'est aussi engagée à transporter ces kits vers les sites bénéficiaires qui sont Forêt-Caria et Beila. Je le dis également au sommaire de cette édition d'information, de nouvelles variétés pour les plantations d'anacarde dans les préfectures de Dabola et Kouroussa. C'est un appui du chef de l'État qui consiste à mettre en valeur des produits exportés. L'initiative est accueillie avec beaucoup de satisfaction par les bénéficiaires. Le point avec Moussa Bangoura. Woulada dans Dabola et Balia dans Kouroussa, deux localités qui s'investissent dans la production de l'anacarde. Dans ces villages, une vingtaine d'agriculteurs évoluent dans la cajuculture pour encadrer ces producteurs afin d'obtenir un meilleur rendement. Une nouvelle variété d'anacarde appelée Jumbo vient d'être mise à la disposition des planteurs. C'est un accompagnement du groupe Métal Guinée inscrit dans le déroulement de l'initiative présidentielle de promotion des cultures d'exportation. Il faut qu'ils travaillent jour et nuit pour que ce projet-là réussisse pleinement, de manière à ce que M. Chandaria puisse nous dire « Je suis content de ce que vous avez fait, nous allons passer à une étape ultérieure ». Ici, on a les variétés ivoiriennes, dont la meilleure est la variété Jumbo. C'est des grosses graines, pleines et qui ont du poids. Les poids varient entre 10 et 16 grammes par graine. Le conseil que nous leur donnons, c'est de respecter tout ce que les techniciens leur disent pour qu'à la longue, ils puissent bénéficier de leur production. L'idée est de faire de ces deux localités, Woulada et Balia, de fortes zones de production de l'anacarde. Ces localités sont réputées dans la production de l'arachide. C'est donc une nouvelle aventure qui démarre. Bi ambala sewa ni kumala ana superfetul toro sisilaya. Aujourd'hui, nous sommes très contents. Au nom des planteurs de Woulada, Sisela, Konindou, Sangiana et Banko, avec ce don de l'initiative présidentielle, nous allons honorer nos engagements envers le donateur. En plus du don, ces producteurs font le plaidoyer auprès du gouvernement et promoteurs dans le secteur pour la liquidation de ces produits en cette période de crise sanitaire. Et nous restons toujours en Haute-Guinée où les patriarches viennent de mettre en place une association. C'est pour mieux conjuguer leurs forces en faveur de la paix et du développement de la région. Au terme de plusieurs heures de discussion, le patriarche de Kankan a été désigné comme président et la ville choisie pour abriter le siège. Des précisions dans ce reportage de Fodé Bangali Fofana. Les sages de la Haute-Guinée, à travers les villes de Kissidougou, Farana, Dabola, Dingirai, Kelrouane, Mangana, Sigiri et Kankan, décident de s'unir, se donner les mains pour prôner la paix et la quiétude sociale dans la région naturelle. C'est la toile de fond de cette rencontre des patriarches de ces villes ici à Kankan. Et réunis dans l'enceinte de la grande mosquée, tout a commencé par cette lecture du Saint-Coran dirigée par le grand imam Karamo Bangali Kaba. Mais d'où est venue l'initiative de cette rencontre? L'initiative de cette rencontre est venue du patriarche de Sigiri. La Haute-Guinée est très importante socialement, économiquement et politiquement dans la vie de notre nation. Cette Haute-Guinée divisée crée beaucoup d'indiscipline. Surtout au niveau de la jeune génération. Si les sages s'unissent, ils se donnent la main, ils prônent la paix, la quiétude sociale, l'entente entre les citoyens de la cité, et la Haute-Guinée qui a la capacité de regorger toutes les autres races en grand nombre sur son territoire géographique, a besoin de s'unir parce que cette unité va s'élargir sur l'étendue du territoire guinéen. Unanimement, les patriarches des 8 villes sur 9 que compte la Haute-Guinée décident de donner la présidence de cette association à Kankan. Pour le patriarche de Farana, la raison de ce choix est toute simple. D'abord, la situation géographique de Kankan. Notre association, comme vous le savez, est composée de 9 préfectures qui tournent autour de Kankan. Donc, il est toujours mieux de faire de Kankan notre siège. Le fait de lui notre président,
autour duquel nous allons tourner et qui va porter notre voix désormais. Si unanimement les patriarches de la Haute-Guinée ont décidé que Kankan abrite le siège et la présidence de leur association, il a été retenu que les rencontres soient tournantes. Pour eux, il s'agit de restaurer les anciennes valeurs léguées par les arrière-grands-parents, l'honneur et la dignité. Des valeurs qui ont tendance aujourd'hui à disparaître, mais aussi que le développement réel de la Haute-Guinée soit une réalité. Nos arrière-grands-parents ont fait, n'est-ce pas, de la Haute-Guinée un territoire où, franchement, l'honneur est de mise. Un territoire où la dignité est de mise. On s'est réunis tout simplement pour restaurer toutes ces valeurs. Le grand imam de Kankan a fait des prières et bénédictions pour l'efficacité que les fils de la Haute-Guinée cherchent, la résolution en commun de leurs problèmes qu'ils cherchent et le développement qu'ils cherchent en se donnant les mains soit facile. Et puis, certains l'appelaient le sorcier, d'autres le fou du rythme. La Guinée vient de perdre un percussionniste de renom, Papa Kouyaté, s'est éteint ce lundi à Conakry des suites de maladie. Retour sur la vie de celui qui savait allier bois et cuir avec Mohamed III Kamara et Diamo Kaba. L'année 2020, une année tragique pour la culture guinéenne. Hier encore, un maître percussionniste a rendu son dernier souffle à l'âge de 70 ans à l'hôpital Ignace Dine. Fatia Kouyaté, papa pour les intimes, est décédé des suites d'une longue maladie contre laquelle il se battait depuis des années. Né en 1950 dans la ville Carrefour, Papa Kouyaté est originaire de Kouroussa. Ce percussionniste aguerri a commencé sa carrière musicale à Mamou, dans un groupe folklorique dirigé par le vieux Bangali Keita. Après avoir abandonné l'école des Sœurs et de la Poudrière à l'âge de 13 ans, Papa Kouyaté intègre l'orchestre fédéral de Mamou en tant que tumbiste. Après un bref séjour à Dabola, il rejoindra le Sombori Jazz de Dubreka à travers sa mère qui tenait la première pharmacie de la localité. En 1973, Papa est repéré à Conakry lors d'une quinzaine artistique. Sa prestation retiendra l'attention du grand maître Keleti Traoré. Aujourd'hui, quand vous écoutez tout ce qui est tradition en Guinée, vous croyez que vous êtes au Nigeria. C'est-à-dire nous sommes en train d'hypocriter la musique guinéenne. La musique guinéenne, c'est la tradition. Membre fondateur de 7-7 Kamayenne, puis Kamayenne Sofa et Sili Authentique de Guinée, Papa Kouyaté sera proposé à Myriam Makeba par le président Ahmed Sékou Touré pour être percussionniste de Kanket Makeba, un groupe mythique où le fou du rythme va montrer l'étendue de son talent hors pair à travers les scènes africaines et internationales. C'est dans cette formation que Papa passera plus de 3 décennies avec plusieurs spectacles de légende. Ce percussionniste de haut niveau est le seul Guinéen à accompagner le groupe multiculturel antillais, les Kessav, en 1996, avant de participer à la Biennale mondiale de percussion, ici à Conakry. Papa a aussi accompagné tous les grands orchestres guinéens sur le plan national et international. Au temps du feu président Ahmed Sékou Touré, nous étions des musiciens traditionnels, des musiciens qui conseillent, des musiciens qui mobilisent, des musiciens qui donnent la paix.